Cette série de podcasts vous est proposée par l'Association des blogueurs togolais, dans le cadre du projet intitulé Blogueurs engagés pour une information fiable et sécurisée et soutenu par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, France en Côte d'Ivoire, MacCom et Inades Formation. Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Vous le savez déjà peut-être, hein, cette série de podcasts s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée par l'Association des blogueurs togolais sur l'information et la cybersécurité, dans une visée de, disons, sensibilisation à des comportements responsables pour un environnement numérique sûr, sécurisé et bénéfique à tous et toutes. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir deux experts, que dis-je, plutôt, on va peut-être dire deux pointes de la cybersécurité en Afrique, que je vais gentiment laisser se présenter. Alors, d'abord, nous avons avec nous Driss. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, Driss Garmoul, je suis professionnel en cybersécurité depuis 7 ans. Pas ingénieur de formation, j'ai eu un parcours initial en relations internationales et sciences politiques. Et comme tu l'as dit, effectivement, j'ai un regard affûté et très curieux sur la réalité cyber du continent africain. Ah, merci de prendre le temps, Driss. Et du coup, tu es accompagné de ton grand ami et compagnon Cadnel. Bonjour, merci Marek pour l'invitation. Je m'appelle Cadnel Zomonou, je suis consultant senior et formateur en cybersécurité depuis une douzaine, 13 ans. C'est là, voilà. Donc, je m'occupe spécialement de fournir non seulement des missions de sécurité, de cyberdéfense pour des institutions dans la globalité, mais à travers également les formations pour les professionnels en entreprise, sensibilisés sur les thématiques et les enjeux de la cybersécurité. Ah, eh ben, merci beaucoup, Cadnel, de nous accorder aussi un peu de ton temps. Chers auditeurs, vous vous en doutez bien, avec les profils que nous avons aujourd'hui, on est là pour manger. On est là pour manger et on va bien manger. Alors, sans trop de fioritures, on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, les gars, vraiment dans un format libre, je vous laisse intervenir comme vous le souhaitez. Et la première question que moi, j'aimerais aborder, elle part d'un constat, enfin, d'une observation. Vous savez, dans le cadre de ce travail que nous faisons, j'ai échangé avec des juristes de formation, notamment un juriste togolais, qui me disait qu'au Togo, il existe bien une loi sur la cybersécurité, mais celle-ci ne concernait presque essentiellement que tout ce qui touchait à la piraterie, aux questions de hackers, etc. Mais je me dis, en tout cas en lisant aussi un peu sur la question, je me dis que la cybersécurité, et disons peut-être, puisque nous sommes des Africains, on parlera, on centrera le sujet sur l'Afrique. Je me dis que la cybersécurité en Afrique, chez nous, c'est quand même une question qui va au-delà de la piraterie, à la question des hackers, etc., et qui quelque part peut toucher tout le monde. De mon point de vue, tu as complètement raison. Et effectivement, nous, on a un sujet en cybersécurité, c'est que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de cybersécurité, on pense à de l'offensif, on pense à des sujets de conflictualité, alors qu'en fait, factuellement, c'est un sujet de politique publique et c'est un fait social. Aujourd'hui, sur le continent africain, effectivement, tu parlais du Togo, mais il y a un vrai sujet d'harmonisation des pratiques et de judiciarisation des pratiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique ratifié par tous les pays du continent africain. Il y a la Convention de Malabo qui a été un premier pas, mais effectivement, il y a un sujet de régulation. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant pour nous, et je pense que Canel ira dans mon sens, c'est que notre ambition, en faisant de la cybersécurité, c'est davantage d'aider les gens à comprendre les outils et les moyens qu'ils peuvent utiliser au quotidien pour se protéger et respecter leur modèle social, éthique et même leurs valeurs. Donc en fait, d'être en pleine liberté dans un espace qui est complètement défrontiérisé. Et nous, on vient après en donnant des cadres, des normes, des outils de compréhension des processus pour permettre après à nos clients ou à des acteurs d'utiliser le fait digital pour se sentir un peu plus structuré. Mais aujourd'hui, oui, il faut sortir du cadre
qui entrevoit le continent africain comme étant uniquement miné par des aléas et voit la cybersécurité comme étant un outil de guerre, de conflictualité, d'inégalité, etc. Alors que concrètement, c'est vraiment un outil de développement et de foisonnement, et je pense que c'est l'enjeu de notre discussion aujourd'hui. Hmm. Alors, du coup, ma question toute bête que j'aurais, c'est du genre pour un usager, un internaute lambda, ce serait quoi la cybersécurité? Et ce serait quoi des risques liés à la cybersécurité, des erreurs fréquentes et éventuellement des comportements, on va dire, adaptés pour se prémunir de ces risques que vous citerez éventuellement? Alors, déjà, la cybersécurité, il faudrait qu'on essaie de la définir quand même un peu pour que les néophytes puissent avoir quand même une définition. Pour moi, c'est un ensemble, voilà, de mesures mises en place pour pouvoir protéger déjà les utilisateurs, Hmm. les données, et puis les réseaux également qui sous-tendent en fait, qui gardent aussi ces données. Donc contre les attaques, les accès non autorisés, des dommages, des pertes, et qui peuvent aller même à des pertes de vies humaines, quoi. Donc c'est aujourd'hui l'affaire de toutes, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui sur le continent africain, le taux de pénétration du mobile est très important. Et aujourd'hui, la majeure partie des gens accèdent à Internet grâce au mobile. Et accéder à Internet grâce au mobile expose aussi ces utilisateurs à des risques d'hameçonnage, des risques d'usurpation d'identité, des risques de cyberharcèlement, de sextorsion qu'on peut voir énormément aujourd'hui. Donc, il faut sensibiliser l'ensemble des populations face à ces risques et également sensibiliser sur les erreurs à ne pas commettre pour pouvoir garder quand même une certaine hygiène numérique. Le fait d'utiliser quand même des phrases de passe. Aujourd'hui, on ne demande plus d'utiliser des mots de passe. Donc, c'est des phrases de passe, c'est-à-dire vous utilisez une phrase qui va servir de mot de passe et qui est assez lent. Adopter aussi des pratiques un peu comme l'activation des facteurs double d'authentification lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, ce qui permet d'avoir en fait, on va dire, une authentification additionnelle au-delà du login et de la phrase de passe ou du mot de passe classique. Et voilà, ne pas non plus partager n'importe quel type d'informations aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, tout ça représente quand même voilà, quelques erreurs à ne pas faire et quelques risques auxquels les utilisateurs lambda peuvent faire face lorsqu'ils sont connectés à Internet. Effectivement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. on part du principe qu'on est dans un espace de liberté défoisonnée, on a des paramètres de confidentialité, donc on se dit qu'on peut tout se dire, tout exposer, etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Internet n'oublie rien, et que nous, dans notre métier, hein, on peut imaginer le pire, on est encore loin de la vérité. Donc tous les cas d'usage que Canel matérialisé, c'est des sujets auxquels on est confronté régulièrement. Et effectivement, il faut garder ça en tête. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous considérez sur les réseaux sociaux, puisque, en fait, en tant qu'humain, votre pensée, elle peut changer, et la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Donc il faut être vraiment vigilant, parce que nous, on arrive en réactif, en fait. En tant que professionnel de la cybersécurité, on arrive après les usages. Et notre ambition, et c'est d'ailleurs l'enjeu de notre discussion, c'est de permettre aux gens de penser mieux leur usage pour éviter, nous, de penser les plaies, quoi. Bah, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, ça entre aussi un peu dans le cadre de ce que nous pouvons faire en tant que blogueurs. On travaille beaucoup avec l'information sur les réseaux sociaux. Et du coup, selon ce que je comprends, la cybersécurité aussi a un lien direct avec tout ce qui peut être désinformation, etc. Et puis, aujourd'hui, je sais pas, en fait, bon, au Togo, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, légalement, il n'y a rien qui touche à cette question de désinformation. Il y a peut-être, je crois, des lois sur, si je ne me trompe pas, je crois, la diffamation et la responsabilité civile qui peuvent être invoquées pour peut-être, voilà, tenir les usagers des réseaux sociaux ou en tout cas d'Internet face, comment dire, à leurs responsabilités numériques. Mais, comment dire, déjà, moi, une question que j'ai, c'est comment, en tout cas, est-ce que vous voyez le lien entre la cybersécurité et la désinformation, en tout cas la dynamique entre ces deux. Et du coup, à côté, qu'est-ce que nous devons mettre en place
pour que, comment dire, tout ce qui est désinformation et tout ça ne constitue pas un danger déjà pour nous-mêmes, usagers, mais aussi voilà, pour des cadres plus larges au niveau des entreprises, des démocraties, des sociétés, etc. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Oui, complètement, complètement. Mm. Aujourd'hui, il faut savoir que la désinformation et puis la cybersécurité vont de pair, dans le sens où la désinformation peut être utilisée comme vecteur des cyberattaques. Donc, Mm. on prend un exemple tout simple. Lorsqu'on avait le Covid à l'époque, il y avait pas mal de mails qu'on recevait, des pièces jointes. On était tous curieux de ce qui allait se passer. Donc, on peut, grâce à la désinformation, créer des liens avec des malwares, par exemple, qui vont amener les utilisateurs à cliquer là-dessus pour pouvoir savoir ce qui se passe. En réalité, c'est pas de la bonne information. Et ça aide également les cybercriminels, les pirates informatiques d'accéder à des systèmes. De l'autre côté, la cyber attaque peut être également un facteur de désinformation dans le sens où on prend un exemple également lorsque on a dit un site étatique ou bien un compte d'une grande personnalité se fait pirater et de l'information fausse est divulguée à l'endroit des abonnés qu'il peut avoir, ça peut avoir un effet vraiment compliqué. Donc je dirais c'est une pièce, mais avec Mm. de revers, en fait. Donc, la désinformation a un impact sur la cybersécurité et la cybercriminalité aussi a un impact sur la désinformation avec tout ce qui est deepfaking, fake news et surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Mm. Oui, très clairement, en fait, nous, on a un fonctionnement de logique par la preuve. C'est-à-dire que dans nos investigations, on se base sur des éléments probants et on essaye de remonter l'investigation, remonter l'attaque. Et effectivement, c'est le même comportement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va utiliser, pour faire une cyberattaque, des éléments de preuve qui existent déjà, donc parfois des traces laissées par les usagers sur leurs passions, leurs goûts, leurs opinions politiques, etc., et les réutiliser contre eux. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Canel venait de parler de l'intelligence artificielle de manière globale du fonctionnement algorithmique. Aujourd'hui, on sait qu'un mensonge va plus vite et plus loin que la vérité. Et donc nous, comme je disais tout à l'heure, on est en réactif, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une perspective de diffamation, de calomnie, euh, le mal est déjà fait, puisque Exactement. ça a été diffusé très largement, les gens ont été touchés, et donc même si vous revenez en réactif en prouvant que ce n'est pas le cas, bah, vous arrivez tout tard, vous êtes en Mm. asynchrone. Et c'est pour ça que nous, on le dit autour de nous, hein, c'est que la cyberattaque se positionne sur des petits cailloux qui sont essaimés par les usagers. Donc, moins vous êtes 10 ans, moins vous êtes vulnérable. Mm. Après, effectivement, il y a des logiques idéologiques, notamment dans des contextes d'élections, de grands événements, etc., où il y a un nouveau champ d'adversité. Et donc, le numérique, vu que c'est défrontiérisé, on peut toucher de New York, on peut toucher le Malawi, de Malawi, on peut toucher le Yémen assez facilement, c'était plus le cas avant. Et donc, forcément, le, la zone de diffusion est largement massive. Et nous, côté professionnel de la cybersécurité, on est forcément minoritaire en termes de nombre, déjà par rapport aux attaquants et surtout par rapport aux usagers qui vont bénéficier ou être victimes de l'information ou de la désinformation. Mm. Ok. Et en fait, tout à l'heure, donc, j'ai pensé à un truc tout bête quand vous parliez quand vous interveniez sur cette dernière question. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à mon père qui souvent m'envoie des liens de promotion de Nike et tout. Et Il a bon des goût. fois, Mon père a bon goût. justement, des fois, je me demande, alors, comment est-ce que je peux lui expliquer, voilà, de façon pédagogique et toute simple, qu'en fait, voilà, tous les liens ne sont pas à cliquer, toutes les informations ne sont pas forcément vérifiées. Et comment est-ce que je peux, voilà, assez simplement lui expliquer peut-être comment procéder lui-même à la vérification de certaines informations avant de les intégrer ou les partager. Et on pourra finir sur cette question là-dessus et passer à un autre sujet qui me tient aussi à cœur. Moi, je vais laisser la main à Canel, il en connaît un rayon sur le sujet. Mm. Donc aujourd'hui, comme on peut le remarquer sur Internet, et comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, Marek, il y a pas mal d'informations. Il y a énormément d'informations aujourd'hui. Je dirais l'une des skills à avoir, et c'est beaucoup plus le regard critique.
Donc, plus que jamais. Histoire, il faut avoir un regard critique sur tout ce qui est écrit, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on voit et pouvoir toujours se poser la question pourquoi je suis censé relayer cette information, mais c'est pourquoi je suis censé relayer ce lien, etc. Prendre le temps de tempérer, de se poser des questions, de regarder, de ne pas être toujours dans l'urgence, la rapidité, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite et on a envie de tout voir rapidement. Donc, à travers toujours la sensibilisation, expliquer surtout à nos parents, aux personnes âgées, que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qui est vrai. Et prendre le temps de temporiser, d'avoir le regard critique, de regarder. Et puis aujourd'hui, sur Internet, il y a pas mal de sites qui existent pour faire le fact-checking en réalité, qui peuvent permettre de soit par, on va dire, des recherches d'images inversées, voici, OK, est-ce que cette image, elle est réelle ou bien est-ce qu'elle a été générée par de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce lien, il est bon? Est-ce que cet article, il est vrai? Qui sont les auteurs? Est-ce que c'est des auteurs sérieux, etc. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte de ce que j'appelle le regard critique sur l'information aujourd'hui qu'il faut avoir. Donc une prise de hauteur générale pour pouvoir savoir quoi partager et quoi ne pas partager. Driss, tu veux ajouter un truc ou tout est dit? Bah, globalement, c'est ce qu'a dit Ouais. Canel. Moi, je rajouterais peut-être un petit élément d'un point de vue de la philosophie, c'est que globalement, nos aînés, ils ont eu des démarches par les sens. En fait, ils croyaient ce qu'ils voyaient. Mm. Et ils mettaient en doute ce qu'ils entendaient. Il y avait cette nécessité un peu empirique de matérialiser la connaissance par ces sens-là. Aujourd'hui, on est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que on peut voir, on peut entendre, on peut constater, et en fait, en face de nous, c'est pas la vérité. C'est-à-dire que tout à l'heure, Canel parlait de deepfake. Aujourd'hui, vous avez des gens qui... On peut faire des entretiens à distance, à des milliers de kilomètres, et vous Mm. pensez que vous interagissez avec une personne qui, en fait, n'est pas cette vraie personne, puisque son visage a été transformé par l'IA, etc. Donc oui, on revient toujours au même sujet sur la connaissance, c'est l'esprit critique, le pas de côté, euh, le regard ailleurs, et cette capacité à se décentrer en se disant peut-être que mes sens vont me tromper, et prendre le temps en fait de revenir en arrière pour reconsidérer, déconsidérer parfois, et même reconceptualiser pour mieux se promouvoir. Quand tu parlais tout à l'heure de citoyenneté, en fait je pense que c'est vraiment le sujet. J'ai envie de dire en cybersécurité, peut-être qu'on est davantage à un retour à l'instruction qu'à l'éducation. Mm. Distingue l'éducation qui est une politique publique de l'instruction qui est une promotion et un allant vers la citoyenneté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une instruction à avoir en termes de cybersécurité et de pratique numérique. Ok, merci. En tout cas, tout est bien enregistré. Je tâcherai de partager ce passage-là avec le vieux et puis essayer de trouver des sites de fact-checking pour en tout cas vérifier les faits que je lui dis, que je lui transmettrai. On verra si je recevrai moins de liens like, etc. avec le temps. Mais en tout cas, Driss, toi et moi, on en parlait quand on préparait ce bref échange. Et tu étais, on va dire, catégorique sur le fait que malgré tous les défis qu'il peut y avoir, on en a cité quelques-uns déjà, même le fait qu'il n'y ait pas de, comment dire, de cadre juridique à l'échelle continentale, voilà, qui puisse peut-être régir le domaine est un véritable problème. Il y en a certainement d'autres que vous peut-être pourrez en citer. Malgré cela, en fait, la cybersécurité en Afrique, c'est aussi une oasis d'opportunités, peut-être même de génération de revenus pour la jeunesse, etc. Et je me dis aussi, c'est quelque chose que nous pouvons peut-être apporter, partager dans ce podcast. Du coup, d'abord, moi, j'aimerais déjà savoir, en fait, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels le continent africain est confronté quand on parle aujourd'hui de cybersécurité. Moi, dans mon travail, j'entends souvent parler de fracture numérique, nécessité etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que cela signifie exactement? Et quels sont ces défis, quels sont les progrès, parce que ça fait longtemps qu'on parle de la fracture numérique, ça fait longtemps qu'on parle de la cybersécurité, quels sont les progrès que vous avez pu observer depuis le temps qu'on en parle à aujourd'hui. Et voilà, ensuite, on pourra peut-être échanger sur les opportunités qui peuvent se présenter aux jeunes garçons et filles, aux jeunes hommes et femmes d'Afrique dans ce domaine-là. Bon, la question, elle est très large, mais voilà, je vous la jette comme ça et puis je vous laisse vous débrouiller. Merci de la poser. Moi, de mon point de vue, je pense que, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut changer de regard. En fait, le narratif sur le continent africain, on le connaît. On sait qu'il y a des aléas qui sont à la hauteur
de l'histoire du continent, de sa grandeur, de sa diversité. Et en fait, quand on parle de cybersécurité, je le disais tout à l'heure, on entend conflit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la cyberguerre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cyberpaix. Comment on peut utiliser la cyber comme un levier de développement, d'accès à la citoyenneté, d'épanouissement intellectuel, d'élévation, en fait même d'augmentation. Je pense que Canel sera d'accord avec moi. Ce qui nous intéresse au quotidien, c'est de nous augmenter. Et je ne parle pas d'hommes augmentés numériquement. C'est d'hommes augmentés, de femmes augmentées intellectuellement, en capacité d'accéder à la connaissance. Et ça vient de très loin. Ouais, tu sais que j'ai un background en philosophie, donc je l'utilise assez aisément en cyber, ce qui n'était pas évident au début quand je suis rentré, parce que faut être un peu un ovni. Mais effectivement, sur la partie employabilité, en fait, quand on parle de numérique, il faut prendre le sens premier de numérique, le nombre. Aujourd'hui, le continent africain, en termes de population, c'est un paramètre qui est incroyable en termes d'opportunités. Puisque plus vous êtes nombreux, plus la connaissance peut se diffuser. Là, on n'a pas de logique de frontières, je l'ai déjà dit, c'est juste l'accès à Internet. Aujourd'hui, Canel en parlait, l'accès au terminal mobile est colossal. Il y a des transactions bancaires qui se font, il y a des formations qui se font sur l'accès via mobile. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la promotion de la cyber et la capacité à renforcer les politiques publiques en termes de cyber sur le continent africain, c'est justement cette compréhension-là, de se dire, en fait, on est capable de s'augmenter par le numérique, par l'accès à la connaissance, par la transmission, cette capacité à s'entreconnaître aussi, de pays à pays, quel que soit l'espace régional dans lequel on est, et surtout la capacité des institutions à entrevoir dans sa population la capacité de s'augmenter. Je le dis 3 fois, mais c'est important, c'est pour ça qu'il y a des initiatives qui sont menées. Canel te parlait de formation tout à l'heure, il y a des initiatives locales, il y a des think tanks qui existent sur le continent africain, il y a des entreprises qui se lancent, des micro-entreprises. Et en fait, au quotidien, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, vous avez forcément un acteur qui a un sachant numérique, qui a des choses à partager, soit parce qu'il s'est déplacé, il est allé sur le continent européen, il en est revenu, il est parti faire ses études en Asie, en Amérique latine ou sur le continent américain, il en est revenu parce qu'il a cette volonté de créer un écosystème foisonnant. Et moi, je le dis aujourd'hui, la cybersécurité, c'est à la fois un enjeu technique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu philosophique, c'est un enjeu éthique, c'est un enjeu environnemental. Pour moi, le train cyber agrège toutes les disciplines de la vie. Et donc, quel que soit le wagon par lequel vous allez entrer, il y a la possibilité de jouer un rôle prépondérant. Et donc, il n'y a pas de barrière économique à l'entrée, parce que factuellement, sur le continent africain, on sait qu'on parle beaucoup d'inégalités, mais il y a les moyens d'accéder à Internet, il y a des moyens d'accéder à l'information. Vous avez des gens qui n'attendent que ça, d'être appelés, et là, c'est typiquement l'enjeu qu'on a entre nous. Canel et moi, on se connaît, mais Marek, on ne se connaissait pas, et finalement, c'est le continent africain et la cyber qui nous lient. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une transmission de savoir qui n'a pas attendu 2026 pour ça. On connaît le continent africain, on connaît les milliers d'années d'histoire et de transmission de la connaissance. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un tournant qui est gigantesque pour ça. Exactement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu partages, Driss. Et en termes de progrès, moi, j'aimerais parler en termes de progrès parce que bon, j'ai vu au fil des années quand même une certaine amélioration, non seulement du regard porté sur ce que c'est que la cyber. Et en premier lieu, moi, je pense que en termes de progrès, il faut, comme tu l'as dit, mettre en place vraiment le cadre juridique qui est très important. Un cadre juridique clair au niveau, je dirais même continental, sous-régional et même national, pour pouvoir définir également les lois liées à la cybercriminalité, la cybersécurité, etc. Et cette impulsion, je dirais, nationale, régionale et continentale, va conduire en fait les différents pays à pouvoir mettre en place des institutions, à sensibiliser non seulement la population dans différentes langues déjà, ça pourra beaucoup aider. Quand on parlait tout à l'heure de ton père Marek, moi je pense également à toutes les personnes qui sont dans mon village, qui parlent pas forcément français, mais pouvoir vulgariser, démocratiser en fait cette connaissance dans les langues que nous avons chez nous, pour que les gens puissent comprendre. Comme je dis souvent, c'est plus facile de comprendre quand tu expliques quelque chose dans ta langue. Donc, cette impulsion, je dirais, étatique à travers la mise en place d'institutions pour sensibiliser les utilisateurs à la base même, ça va être très important. Il y a également, je dis souvent, en Afrique, on n'a pas de problème de talent. Non. On n'a pas de problème de talent, on a beaucoup plus de problèmes, je dirais, de leadership et puis de cadre. Et c'est ça qu'il faut également
développé et on voit les progrès depuis quelques années à travers les différents concours, les conférences de cyber qu'on peut retrouver un peu partout en Afrique, je pense un peu au CAF, et puis aux initiatives un peu comme les Hacker Labs ou bien d'autres, je dirais, compétitions africaines ou sous-régionales pour révéler aussi des talents. Parce qu'il y a des talents sur le continent. Donc l'objectif, c'est ensemble de pouvoir se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on veut défendre nos frontières numériques et comment est-ce que la cybersécurité peut être utilisée comme levier de développement pour tout un continent. Donc, il y a des efforts qui sont déjà en cours, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Ok, merci beaucoup pour votre partage, pour votre lumière. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'intervention de Cadnel de tout à l'heure, il a mentionné le CAF qui est le Cyber Africa Forum et vous pouvez regarder en ligne dans la description du podcast, vous aurez aussi les liens si vous voulez vous renseigner un peu là sur leur activité. Alors, les gars, pour pouvoir finir, j'ai cette question pour vous. Selon vous, l'Afrique, actrice majeure de la cybersécurité à l'échelle mondiale, dans 10, dans 20 ou dans 30 ans, vous y croyez? Et si oui, comment y parvenir? Sinon, pourquoi? Moi, je t'avoue, je vais répondre à ta question par l'émanation du Cyber Africa Forum que vous avez évoqué. Euh, Ça fait plusieurs années qu'il y a des éditions qui se tiennent à Abidjan, récemment à Cotonou au Bénin. Donc c'est Franquier qui l'a mis à l'honneur, qui l'a pensé avec tout un écosystème de personnes volontaires, adeptes ou pas de la cybersécurité, qui ont aujourd'hui des positionnements intéressants. Et là, je vais faire un petit SO à une camarade qui s'appelle Nathalie Kenga, qui a un poste tout à fait intéressant en RDC, qui vient de partager un ouvrage sur effectivement le positionnement du continent africain à l'aune du 21e siècle, notamment sur la partie cyber et numérique, parce qu'elle a un rôle au niveau de la présidence là-dessus, en termes de conseils et d'orientation. Je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de tournant social, économique, environnemental, le continent africain a son mot à dire. Et il est toujours bien placé, par son histoire, son positionnement géographique, son positionnement démographique, sa capacité à créer des ponts. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. La question, elle se pose même pas, en fait. C'est plutôt le regard d'ailleurs qui doit se positionner différemment sur le continent africain et se dire qu'en fait, c'est ce continent qui a potentiellement et vraisemblablement son mot à dire en termes de ressources naturelles déjà. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de logique, mais nos appareils numériques dépendent de métaux rares. Le gallium, le coltan, etc. Le continent africain est largement pourvu sur cette question. Est largement doté. Ensuite, c'est la capacité à se positionner dans les échanges. Le continent africain, géographiquement, n'a pas attendu Internet pour se positionner dans les échanges. On n'a qu'à regarder juste une carte sur le positionnement des câbles sous-marins et vous verrez que le continent africain est largement doté. Donc tous ces éléments-là, qui sont conjoncturels, historiques, géographiques, font du continent africain l'espace prioritaire de la révolution numérique, peut-être la 3e révolution numérique en cours. On parlait d'IA tout à l'heure, avec des data centers. Ce pouvoir en data center, c'est un enjeu quand même sur le continent africain. Il y a l'espace, c'est déjà un enjeu. Il y a la connaissance aussi, c'est aussi un deuxième enjeu. Et moi, moi, ce qui m'intéresse en fait dans la réflexion que tu poses, c'est plutôt de se dire comment le continent africain peut utiliser l'élan cyber pour adresser tous les enjeux auxquels il est confronté depuis des siècles. De mon point de vue, et je peux me tromper, la littérature est assez foisonnante sur le sujet, le numérique peut être un levier de résolution de ces problèmes, à condition, et ça c'est mon engagement et c'est mon intérêt, qu'il ne se fasse pas au détriment de l'environnement. Parce que, je te parlais de terres rares tout à l'heure, installer des data centers, produire de la cyber, c'est forcément extraire du matériel naturel et donc engager de la compétitivité et de la compétition concrète entre des États pour ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure Cadnel le disait à juste titre, l'harmonisation régionale
les institutions existent, et ça c'est un enjeu qu'elles doivent apprécier. Le seul écueil que moi j'entrevois, n'étant pas ingénieur de formation, c'est qu'aujourd'hui ces deux mondes sont encore trop cloisonnés et cloisonnants. Ils interagissent pas assez ensemble. C'est-à-dire que l'aspect technique comprend mal le politique fantasme un peu le technique. Et donc aujourd'hui, Canel et moi on le sait, hein, quand on construit des écosystèmes professionnels avec des gens qui ont différents parcours, mais une visée, que la technique rejoint le politique, le leadership, le philosophique, l'économique, etc. Et je reviens à ma logique de train, hein, et l'histoire des chemins de fer en Afrique, c'est un vrai sujet. C'est pas anodin si je parle de ça. Euh, si on pense ces trains-là, on est en capacité d'asseoir un développement à très long terme. Parce qu'effectivement, l'enjeu, et peut-être la limite du développement sur le continent africain qui avait été posée par des frontières, aujourd'hui n'existe pas dans le numérique. Et donc pour moi, oui, pour te répondre, hein, c'est parce que je pense que tu notes l'optimisme et l'engouement que j'ai sur cette question-là. Effectivement. Il faut que les politiques publiques apprécient le cyber comme un levier de développement, de compétitivité et surtout d'élévation, quoi. Et en tout cas, selon ce que tu viens de dire, du coup, l'Afrique, en tant qu'actrice majeure de la cybersécurité dans le monde, ce n'est pas dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans, c'est maintenant. Ouais, ça se joue déjà, en fait. C'est déjà le cas. Part de nos parcours. C'était déjà hier et aujourd'hui. Voilà. Enfin, nous, on se positionne parce qu'on a vu des gens se positionner. Canel et moi, on est de la même génération, mais si on a senti que ça pouvait être intéressant, c'est que d'autres gens s'étaient déjà lancés en amont. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les pionniers de ça. Où ils en sont. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a différents acteurs issus du continent africain qui sont positionnés dans des entreprises qui font l'avenir du numérique aujourd'hui. Magnifique. Cadnel, pour finir? Je pense que Driss a tout résumé, hein. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que oui, l'Afrique, évidemment. Même si on parle pas uniquement de cybersécurité, il faut se dire déjà au niveau numérique, déjà, l'Afrique joue déjà un rôle très important. Avant, c'était la Chine et l'Inde. Maintenant, les gens se sont retournés beaucoup vers, on va dire, les jeunes Africains. Il faut savoir que en termes de développement d'applications, il y a pas mal d'entreprises à l'international qui sollicite déjà énormément d'Africains pour créer des logiciels, bien évidemment dans le contexte business mondial dans lequel on est. Donc c'est pour dire que il y a la ressource humaine qui est déjà là et qui est déjà fonctionnelle. Maintenant, pour arriver sur l'aspect cybersécurité, ça va suivre la même ligne en fait. Ça va être à travers les formations, la sensibilisation et puis tout ce qu'on va créer en interne, on va forcément devenir également un acteur et proposer aussi des solutions à l'échelle mondiale. Ah, merci beaucoup les gars. En fait, là, je suis très content parce que l'internaute lambda a des éléments, a de quoi manger. Les politiques ont un message qui leur a été adressé dans ce podcast. Et puis les visionnaires, les jeunes Africains, verront certainement en vous des alliés de fer pour contribuer en tout cas au développement de notre cher continent. Et franchement, je ne pouvais pas rêver meilleur cadre pour cet épisode, pardon. Donc, vraiment, merci. Étant donné que nous sommes un peu pris par le temps, on va peut-être s'arrêter là. Je vous aurais gardé 1 heure supplémentaire pour en apprendre davantage, pour vous écouter, parce que c'est très agréable de prendre un peu de votre lumière. Mais voilà, les bonnes choses ont une fin, chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ce bref moment avec nous. Et puis, avant de vous dire à très vite, peut-être Driss voulait dire quelque chose pour finir. Oui, effectivement, je pense que c'est une belle conclusion que de penser à cette réalité. Je sais que Canel y est aussi engagé. On a beaucoup parlé du continent africain, on a beaucoup parlé des jeunes. Moi, je voudrais qu'on conclue sur la capacité des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes africaines à intégrer l'écosystème cyber, puisqu'en fait, la cybersécurité, c'est un fait social, et ça doit représenter l'intégralité de l'humanité. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet en cybersécurité. Dire que c'est un milieu qui est assez masculin, et qui doit être à l'image de la société humaine. Et donc, c'est un appel aux jeunes filles, aux jeunes femmes et même aux femmes plus âgées de considérer la cyber comme étant un levier parce qu'elles ont toute leur place dans cet écosystème et dans
dans ce train. Le message est transmis et je suis sûr qu'elles écouteront. Merci Marek. Bon, bah, écoutez, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sur le sujet de la cybersécurité, pour vous sensibiliser à des comportements responsables, pour vous donner des tips, des recommandations. Et voilà. En tout cas, c'était moi. Bonne journée ou bon après-midi ou bonne soirée, selon le moment pendant lequel vous nous écoutez. Et à très vite.